Je vous présente Faïl Alsynov, 37 ans, un militant qui vient d'être condamné au Bachkortostan, l'une des 21 républiques qui composent la Fédération de Russie. Sa peine, 4 ans de prison pour incitation à la haine. La raison, il s'est publiquement opposé à un projet d'orpaillage dans la région de la Volga. En fait, les Bachkirs, la communauté à laquelle il appartient, sont une minorité turco-musulmane, très attachée à la préservation de l'environnement. Le problème, c'est qu'au Bachkortostan, il y a beaucoup de ressources naturelles et l'État russe en a besoin pour financer sa guerre en Ukraine. Dans la foulée de la condamnation d'Alsynov, plus de 6000 personnes ont manifesté pour exiger sa libération et pour exprimer leur désapprobation du pouvoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que Faïl Alsynov avait aussi dénoncé la politique de mobilisation du Kremlin qu'il jugeait injuste envers les Bachkirs. En fait, il y a plein de groupes ethniques qui se sentent discriminés à l'heure de la mobilisation pour aller se battre en Ukraine. Pourquoi on vous dit ça? Bah justement, on va en parler dans cette vidéo. À moins de 2 mois de l'élection présidentielle, où il postule à un 5e mandat à peu près consécutif, Poutine semble indéboulonnable. L'économie résiste plutôt bien aux sanctions commerciales, même si tout au long de l'année dernière, on a observé l'apparition des premières fissures. Le Kremlin a aussi réussi à étouffer les mouvements de protestation interne qui se sont multipliés ces derniers mois. Mais si on prenait le sujet par l'autre bout, et si la menace venait non pas des manifestations dans la capitale ou de l'étranger, mais de la périphérie, est-ce que le risque de désolidarisation des régions périphériques est crédible? Eh bah, ça va en surprendre plus d'un. Mais c'est l'une des menaces que Poutine prend le plus au sérieux. Кассировать бывший Советский Союз и его основную часть, Российскую Федерацию. Не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня. On l'a pas sorti de nulle part. Poutine, en personne, évoque publiquement le danger de balkanisation. C'est tout à fait logique quand il pense. Un pays grand comme la Russie, avec plein d'ethnies et de nationalités différentes. Un écart immense entre les provinces et la capitale, et qui se creuse toujours plus. On vous parle pas de la Tchétchénie ou du Daghestan. La République du Tatarstan par exemple. Vous la voyez sur la carte? Eh bah, elle a failli devenir indépendante. Et pas besoin de remonter très loin. Ça date seulement de 92. Et c'est juste un exemple parmi tant d'autres. En fait, la division administrative de la Fédération de Russie est assez complexe. Pour faire simple, elle est formée par 84 entités territoriales différentes. Et puis, il y a aussi les territoires ukrainiens annexés. Et chacune de ces entités régionales a ses particularités qui la rendent unique. Et surtout, très différentes les unes des autres. Déjà, la première des inégalités, elle est économique. Par exemple, le PIB par habitant de la région la plus riche de Russie peut être, en fonction des prix du pétrole, jusqu'à 60 fois supérieur au PIB par habitant du territoire le plus pauvre. Dans l'Union européenne, cette différence ne dépasse pas les x16. Et la guerre en Ukraine n'a fait qu'accentuer ces écarts. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Occident? Bah, pas si vite. Un démantèlement de la Russie pourrait entraîner une crise politique et économique cataclysmique. Pensez-y, si la Fédération de Russie se désintègre, laquelle des régions va stocker les ogives nucléaires sur son territoire? C'est parce que l'Ukraine avait accepté dans les années 90 de restituer l'arsenal nucléaire soviétique sur son territoire à la Russie que Poutine a pu l'attaquer en 2014 puis en 2022 sans craindre de représailles nucléaires. Un scénario qui fait froid dans le dos. Aujourd'hui, on va t'expliquer un des piliers centraux du système politique de la Russie et dont on parle pourtant très peu à l'étranger. Est-ce que la Russie pourrait vraiment perdre une partie de ses territoires? On regarde ça tout de suite sur Diplo, mais d'abord, oublie pas de t'abonner, de lâcher un like et de faire tourner, ça nous aide beaucoup. Allez, on commence par le chapitre Histoire. Des frontières très souples. Au cours des siècles, la Russie a toujours suivi 2 règles. De 1, jusqu'à présent, elle n'a fait qu'étendre son territoire. On va vous donner un exemple. La République de Tuva, 310 000 habitants et 3 fois la taille du Costa Rica.
Jusqu'en 1911, ce territoire était sous souveraineté chinoise. Après, il est passé sous protectorat de la Russie avant d'être purement et simplement annexé par l'Union soviétique. Maintenant, direction l'île de Sakhaline. D'une superficie similaire à celle de l'Autriche, elle compte 500 000 habitants. Et cette île, elle est disputée depuis des siècles par la Chine, le Japon et la Russie. En fait, en 1904, la Russie et le Japon s'affrontent. La Russie essayait d'annexer la Mandchourie et la Corée. Après, les Japonais étaient pas innocents non plus. Ils s'en sont eux-mêmes emparés dans les années 30. Du coup, en 1905, après leur défaite, les Russes cèdent l'île de Sakhaline aux Japonais. Mais à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et suite à la défaite japonaise, les Soviétiques remettent leur grappin dessus, tout comme sur la Carélie finlandaise, le Kraï Primorsky, dont vous connaissez la capitale, Vladivostok, et l'enclave de Kaliningrad, cédée par les Allemands. Et comme vous le savez déjà, la Russie a remis le couvert en 2014 avec l'annexion de la Crimée, puis du Donbass en 2022. Or, quoi qu'en pense la communauté internationale, la Russie considère déjà ces territoires comme les siens. Ce qui est assez dangereux parce que, avec cette rhétorique, si les Ukrainiens parviennent à reprendre la Crimée et le Donbass, les Russes se croiront dans leur bon droit de répliquer de manière disproportionnée, c'est-à-dire par tous les moyens, y compris des armes nucléaires. Ben oui, parce que de leur point de vue, ce serait leur intégrité territoriale qui serait compromise. Bref, on vous avait dit que la Russie suivait deux règles. D'abord, une expansion territoriale constante, même au XXIe siècle, et la seconde, c'est une conséquence de la première. C'est l'incapacité du Kremlin à gérer efficacement ses territoires périphériques. Que ce soit sous l'empire des tsars, le régime des soviets ou sous Poutine, le contrôle territorial de la Russie est très aléatoire, voire carrément dysfonctionnel. Résultat, des conflits interethniques et une inégalité économique très marquée. Ce qui nous mène à l'une des problématiques majeures de la Russie à travers les âges, l'alternance entre une politique centraliste et une politique fédéraliste. Un coup, elle accorde plus de pouvoir aux régions périphériques, un coup, elle le récupère pour tout concentrer dans la capitale. Donc, si la Russie peut élargir son territoire, est-ce qu'elle peut aussi en perdre? Chapitre suivant. Des républiques vraiment indépendantes? Quel est le point commun entre la Tchétchénie, le Daghestan et le Sakha? Ces régions sont toutes des républiques indépendantes. Ça veut dire quoi exactement? Elles sont russes ou bien elles sont indépendantes? La réponse, c'est lui qui l'a. Ah, sacré Joseph. En fait, quand les communistes arrivent au pouvoir, ils perçoivent bien le fossé qui sépare le centre économique et politique de la Russie et sa périphérie. Et il y a aussi la multiplicité des nations qui viennent compliquer l'ensemble. La vérité, c'est que beaucoup de régions n'avaient pas de lien spécifique avec la Russie, mis à part la dîme, l'impôt, et les hommes qu'elles envoyaient se battre pour Moscou. Mais elles avaient chacune leur propre langue et leur propre culture. On vous parle pas de petits territoires. Par exemple, la République de Sakha, elle fait la taille de l'Inde. C'est la plus grande région de toute la Russie. Et elle est peuplée de Yakoutes. Enfin, peuplée, façon de parler, ils n'arrivent même pas aux millions d'habitants. D'ailleurs, leur dialecte n'a rien à voir avec les langues slaves. Allez, encore un exemple, la République de Bouriassi. Elle est aussi grande que l'Allemagne, ne compte même pas 1 million d'habitants et elle a sa propre langue, de la même famille que le mongol. Staline a compris que la meilleure manière d'édifier le roman national autour de l'unité des peuples et du marxisme, c'était de donner à la République un statut particulier et de leur accorder un peu d'autonomie. Ces régions pourraient ainsi conserver leur culture, leur langue et leur tradition. En revanche, le seul culte autorisé, c'était celui du petit père des peuples. Donc, existe la religion. Et c'est ainsi que sont nées les républiques autonomes de Russie. Chacune d'entre elles ont pu adopter leur propre constitution. Mais attention, faut pas confondre les républiques autonomes de la Fédération de Russie et les républiques socialistes soviétiques de l'URSS. On pense par exemple à l'Ukraine et le Kazakhstan. Tous deux faisaient partie de l'URSS, mais pas de la Russie en tant que telle. En revanche, la République de Sakha, dont on vous a parlé tout à l'heure, elle fait bien partie intégrante de la Russie. Ce qui nous ramène au problème de gouvernance interne. Comme Moscou ne peut pas efficacement gouverner l'ensemble du pays, elle doit recourir à des artifices, comme la délégation de l'exercice du pouvoir à des gouvernements locaux, soi-disant pour une question de préservation de l'identité nationale.
D'ailleurs, en 1938, Staline s'est inspiré des tsars en imposant le russe comme langue obligatoire. C'est après ce moment-là qu'ont commencé l'effacement de la spécificité culturelle de chaque région et les déportations dans l'archipel du Goulag. Et pourtant, le concept des républiques autonomes a résisté. Et ce point-là, c'est très important pour la suite. Écoutez bien. Quand la Russie a presque disparu. Union soviétique, années 90. Le pays est au bord de l'effondrement. Résultat, des territoires russes veulent rompre avec le joug de Moscou. Pour éviter un démantèlement irréversible, Mikhail Gorbatchev fait passer la loi sur les républiques autonomes. Le 26 avril 90, l'URSS accorde aux républiques autonomes le même statut juridique qu'aux républiques soviétiques. Ce qui permettait par exemple à la Tchétchénie de rompre avec la Russie tout en restant dans l'Union soviétique. Les apparences étaient ainsi préservées. Le Kremlin pouvait sauver la face et le gouvernement tchétchène pouvait entretenir la flamme nationaliste en flattant les courants indépendantistes. Le gros souci, vous le voyez venir ou pas? C'est qu'un an et demi plus tard, le président Gorbatchev en personne annonce la dissolution de l'Union soviétique. L'Ukraine, les pays baltes, les pays d'Europe de l'Est et les républiques d'Asie centrale deviennent des États indépendants. Mais il s'est passé quoi avec les républiques autonomes en Russie? Si les Ukrainiens avaient acquis leur indépendance, alors pourquoi pas les Tchétchènes ou les Tatars? Conclusion, chacune de ces républiques a organisé des référendums d'autodétermination. Et celles qui ont voté majoritairement pour l'indépendance, comme la Tchétchénie, vous connaissez la suite. 2 guerres et entre 200 et 400 000 morts en très grande majorité des civils. Mais il n'y a pas eu que la Tchétchénie, il y a aussi le cas du Tatarstan. Les Tatars sont un groupe ethnique très différent de celui des Slaves russes. Ils sont musulmans, parlent le tatar, une langue turque, et ils ont leur propre histoire. En 92, lors d'un référendum d'autodétermination, avec un taux de participation de 82%, les Tatars ont voté à 61% en faveur d'une souveraineté tatare, ce qui revient à une déclaration d'indépendance. Panique au Kremlin. En plus de la Tchétchénie, faut en plus déployer des troupes de maintien de l'ordre au Tatarstan. Heureusement pour les Tatars, Eltsine a réussi à les convaincre de rester dans la fédération. En fait, durant les années 90, Moscou a négocié des traités bilatéraux avec chacune des républiques autonomes. Ce sont ces traités qui déterminent le degré d'autonomie de ces républiques autonomes. Chacune de ces républiques a plus ou moins bien tiré son épingle du jeu, les unes par rapport aux autres. Or, comme le peuple tatar a clairement exprimé sa préférence pour l'indépendance, la République autonome avait une marge de négociation beaucoup plus importante et qui, en plus, penchait en sa faveur. C'est pourquoi, 3 décennies plus tard, les Tatars ont leur propre régime fiscal et leur propre politique extérieure. Ou en tout cas, avaient. On reviendra dessus plus tard. N'empêche que le résultat, c'est que la République du Tatarstan est beaucoup plus industrialisée et bien mieux équipée en infrastructure que les régions voisines. Bon, voilà dans les grandes lignes comment Eltsine s'est débrouillé pour préserver l'intégrité territoriale de la Fédération de Russie. Mais c'est aussi ce qui explique ce fédéralisme inégalitaire, avec des régions qui ont plus ou moins de droits politiques que d'autres et qui ont donc connu un développement économique qui leur est spécifique. Sauf que cette volonté de compromis que Gorbatchev et Eltsine ont su cultiver, avec leur successeur, Poutine, elle est passée à la trappe. Poutine et les retours au centralisme. Est-ce que vous savez quel est le nom du parti politique de Vladimir Poutine? Je vous le donne en mille, c'est bien sûr le parti Russie Unie. Poutine a une aversion pour le fédéralisme à l'allemande. Il arrive au pouvoir en 99 après la démission de Boris Eltsine, son mentor. Poutine, un parfait inconnu, est devenu le chef du FSB, puis le chef du gouvernement avant d'être officiellement élu président de Russie en 2000.
En 2004, il supprime les élections qui permettent d'élire les gouverneurs de chaque région. Alors d'accord, il les a rétablis en 2013, mais avec évidemment plein d'amendements pour garder la main sur la situation. L'idée c'est que le candidat victorieux soit toujours d'une manière ou d'une autre loyal à Moscou. Conséquence, entre 2012 et 2018, le Kremlin a remplacé 63 gouverneurs, dont celui du Tatarstan. Même qu'en 2017, la République tatare a carrément perdu ce qui faisait sa spécificité, sa souveraineté fiscale. Donc, quand on parle de fédération de Russie, c'est surtout symbolique. Le pouvoir, il est central. Le Kremlin décide de tout. Ça s'est notamment traduit par une hausse considérable de l'impôt fédéral, plus 77% entre 2012 et 2018, alors que les impôts régionaux, eux, n'ont augmenté que de 3% sur la même période. C'est ballot pour les républiques autonomes qui avaient accepté de rester dans la fédération contre quelques concessions du Kremlin sur lesquelles il est depuis revenu. Donc, certains d'entre vous pourraient être tentés de dire, à la rigueur, pourquoi pas? Avec des inégalités aussi marquées, une redistribution des ressources pourrait aider à résorber cet écart de développement. La Tchétchénie, par exemple, 80% de ses ressources financières proviennent en réalité de Moscou. Sauf que ce centralisme, économiquement, ça ne marche pas. Et la guerre en Ukraine n'a fait qu'empirer la situation. Pourquoi ? Les yeux plus gros que les ventres. On estime qu'aujourd'hui, en 2024, 20% de la population russe n'a pas accès à l'eau courante. C'est très compliqué pour certains, surtout dans la République de Sakha, où il peut faire jusqu'à moins 40 degrés Celsius en hiver. L'eau qu'ils consomment, ils doivent l'acheter tous les jours sous forme de blocs de glace. Une fois à la maison, pour avoir l'eau potable, suffit de les faire fondre. C'est ce qui explique pourquoi la moitié du pays est inhabité. L'Extrême-Orient représente 41% du territoire russe, mais que 5,5% de sa population. Alors évidemment, c'est pas qu'une question de climat, il y a aussi la gestion des ressources. Bon, vous me pardonnerez le petit écart, on va aussi vous parler de la relation très spéciale entre le district fédéral d'Extrême-Orient et Moscou. On pourrait y dédier une vidéo entière, mais si on devait résumer la situation à quelques mots, c'est en grande partie lié à Vladimir Poutine et sa stratégie de pivot vers l'Asie. On va s'attarder un peu dessus. Pour l'État russe, la tâche à abattre pour équiper en infrastructure l'ensemble du pays est titanesque. Par exemple, vous savez que la Russie est de loin le pays le plus grand du monde, environ 1,7 fois plus grand que les USA. Et bah bizarrement, le pays compte très peu de ponts. Les États-Unis, eux, en comptent 600 000. La Russie, 42 000 à tout casser. En Russie, le taux de chômage, surtout chez les jeunes, est très élevé. Le BTP serait un moyen idéal pour vaincre le chômage et le manque d'infrastructures. La Chine l'a bien compris, elle, mais du coup, elle a poussé cette tactique à l'excès. Et pourtant, on va vous parler du pont de Yakoutsk, la capitale de la République de Sakha. Ce projet s'est soudainement arrêté en 2014. Pourquoi ? Parce que c'était pile quand la Russie a décidé d'envahir la Crimée. Encore pour une question d'image. Le Kremlin a fait du développement de la Crimée sa nouvelle priorité. Tous les fonds disponibles sont passés dans la construction du pont de Kertch, qui relie la Crimée à la Russie. Ce même pont qui a été la cible d'opérations de sabotage par les forces ukrainiennes. Ça, plus d'autres projets d'envergure, comme les Jeux Olympiques d'hiver à Sochi, parmi les plus chers de l'histoire. Des jeux qui ont coûté plus de 16 milliards de dollars à l'État, alors qu'il en prévoyait que 9 pour le développement de son district d'Extrême-Orient. Vous voyez ou pas où je veux en venir ? C'est simple, le Kremlin fait ce qu'il veut du budget national et il n'a de compte à rendre à personne, pas même aux républiques autonomes en périphérie qui se sentent complètement délaissées. Exemple, Poutine a prévu d'augmenter le budget de défense pour faire face aux difficultés en Ukraine. Or, les régions périphériques sont de plus en plus marginalisées. On estime que début 2024, 68% du PIB national est généré par seulement 12 régions. 12 sur 84 au total. C'est assez déséquilibré. Et on vous parle pas que d'économie, hein. Il y a aussi les pertes en vie humaine.
Depuis le 24 février 2022, plus de 42 000 soldats russes ont été tués. Or, sur ces 42 000, Moscou n'en a perdu, accrochez-vous bien, que 482. La capitale compte pourtant 13 millions d'habitants. Et Saint-Pétersbourg, pareil, 480 soldats pour la deuxième ville du pays, qui compte 5 500 000 habitants. Mais la région de Krasnodar, 1640 morts. Sverdlovsk, 1449 morts. Et pour revenir au début, le Bashkortostan, 1353 morts. Faut préciser que ces données ont été récoltées par des collectifs de journalistes indépendants et des associations, vu que le ministère de la Défense ne commande pas ces pertes. Et puis, on n'inclut pas les pertes de Wagner, juste celles de l'armée régulière. Par contre, les estimations de l'OTAN sont bien supérieures. D'après l'Alliance militaire occidentale, ça tournerait plutôt autour d'un demi-million de morts. Donc, on assiste clairement à un traitement inégal et injuste de la population civile. Plus de privilèges sont accordés à la jeunesse issue des centres politico-économiques que à leurs homologues des régions périphériques. En plus, les habitants des républiques périphériques en ont pas grand-chose à faire de l'annexion de la Crimée. Par exemple, la distance entre la république de Touva et la Crimée, c'est à peu près l'équivalent de la distance d'un vol Paris-Rio. Ça explique en grande partie l'émergence de mouvements d'autodétermination. En fait, en 2022 est né le Forum des Nations Libres de Russie, un espace d'échange dans lequel convergent plusieurs mouvements séparatistes. Alors, si vous nous posez la question, est-ce que la Russie va se désintégrer? On ne sait pas trop quoi répondre. En vérité, il y a peu de chance. Et si ça venait à se produire, ça serait très progressif et ça prendrait plusieurs décennies. Sauf que personne n'avait prédit la désintégration aussi soudaine du bloc soviétique. Donc, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Par contre, l'État russe ressort vraiment fragilisé de la guerre en Ukraine. Un conflit qui a réellement contribué à cette mouvance séparatiste en alimentant la rancœur des régions périphériques qui ont renoncé à leur indépendance. Les conflits ethniques, religieux et nationaux ont déjà lieu et ils pourraient bien se multiplier. Ok, à faire plier. Maintenant, c'est ton tour. T'en penses quoi, toi? La Fédération de Russie vit-elle ces dernières années d'unité? Poutine va-t-il réussir à garder le contrôle de sa population? Faites-nous savoir dans les commentaires, likez, partagez et abonnez-vous. Spasiba, Paka et Dazedania.